c'est une opportunité qui m'est donnée pour vraiment parler avec la population du secteur ferroviaire. Le 6 juillet 2014, beaucoup avaient marqué leur étonnement quand le chef de l'État vous a nommé au poste de secrétaire d'État au réseau ferroviaire national. Un secteur qualifié de moribond par beaucoup de Sénégalais. 2 ans après, quel est l'état des lieux que vous allez nous dresser concernant notamment le chemin de fer au Sénégal? Bon, avant de faire l'état des lieux, il faut parler déjà de l'état actuel du chemin de fer, qui est vraiment très dégradé. Et lors des décennies passées, quand même, les régimes qui se sont succédés au Sénégal ont abandonné. Il y a un abandon carrément du secteur ferroviaire. Mais conscient du rôle majeur que doit jouer le chemin de fer dans l'accroissement de la compétitivité économique du pays, le président Macky Sall a développé sa vision du chemin de fer, qui est articulée autour d'un maillage du territoire, adossé à de grands projets miniers, agricoles, porteurs de croissance et de développement durable, et au désenclavement des régions naturelles de la Casamance et du Sénégal oriental. Comme vous le savez, avec la mise en place du PSE, qui est un programme, qui est une stratégie de développement qui a été mise en place par le président Macky Sall, et après les rencontres de Chine et le groupe consultatif de Paris, nous avons élaboré un certain nombre de projets et qui vont prendre en charge à peu près 1500 km de nouvelles lignes pour des financements déjà introduits dans le cadre du PSE, pour des financements de 1390 milliards. Ces projets vont améliorer vraiment le transport ferroviaire au niveau du Sénégal et au niveau de la sous-région, c'est-à-dire Dakar, de la ligne binationale Dakar-Bamako. Comme vous le savez, le transport ferroviaire consomme beaucoup d'emplois. Nous prévoyons d'utiliser dans la phase construction à peu près créer 15 000 emplois. Et dans la phase exploitation, il y aura 5 000 emplois ferroviaires fixes et 15 000 emplois ferroviaires temporaires, ce qui fait à peu près 30 000 emplois que ce secteur va générer. Donc ce secteur est un secteur qui va régler un problème d'emploi majeur, 30 000 emplois à terme, et qui va permettre d'améliorer la compétitivité économique du pays. Comme vous le savez, le transport est un appui à la production. Quand on produit, il faut trouver les voies et moyens nécessaires pour acheminer la production des zones de production vers les zones de consommation ou bien des zones de production vers les zones de transformation. Le chemin de fer, jusqu'à une période relativement récente, faisait partie des fleurons de l'économie sénégalaise. Aujourd'hui, force est de constater qu'il a beaucoup perdu de sa superbe. Comment expliquer cette subite descente aux enfers du réseau ferroviaire dans notre pays? Mais ça c'est pas de la vision. En fait, le président Macky Sall, lorsqu'il a été élu en 2012, il a développé sa vision pour développer le Sénégal. Les autres présidents n'en avaient pas? Les autres présidents, oui, quand même, ils ont manqué de vision par rapport au chemin de fer. Parce que le chemin de fer, c'est plus économique, c'est plus écologique, c'est beaucoup plus démocratique et c'est beaucoup plus porteur. Est-ce que c'est un créneau porteur, justement? C'est un créneau extrêmement porteur. Oui. Quand je vais vous citer projet par projet, pour tous les projets, nous avons fait ce qu'on appelle l'analyse de faisabilité, le business plan, la définition des responsabilités, le calendrier d'exécution. Et pour tous les projets, nous avons une rentabilité économique et sur certains projets, on a la rentabilité économique et la rentabilité financière combinées. Donc c'est un secteur qui est extrêmement rentable parce qu'en fait, le transport de masse, vous avez vu tous les pays qui se sont développés, ils se sont développés à partir de l'amélioration de la mobilité en général, de la mobilité des personnes et de la mobilité des biens et services. Parce que s'il n'y a pas d'échange, il ne peut pas y avoir de création de valeur importante. Il faut qu'il y ait des échanges. Et le chemin de fer va permettre les échanges sur le volume. Vous le savez, à plus de 500 km, le chemin de fer est 2 fois plus rentable que la route.
Récemment, lors du Conseil des ministres décentralisé à Pékin, le chef de l'État a annoncé le démarrage des travaux du train express régional pour bientôt. Mais vous, personnellement, après avoir évalué les besoins de la population en matière de transport, pensez-vous que ce train express régional constitue réellement une priorité pour les populations dakaroises? Oui, parce qu'il faut qu'un projet, pour avoir un projet, avant de faire un projet, ce qu'on appelle, il y a les phases. Il y a la phase identification, il y a la phase préparation, c'est là où on fait les études de faisabilité, la phase préparation de marché et la phase mise en œuvre, exécution. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le président de la République, lorsqu'il a pris le pays, il a fait le tour du Sénégal. Il a fait à peu près 4000 km, il a fait à peu près plus de 400 virages et sur la base quand même des besoins de la population, donc il a élaboré le PSE. Le PSE est la quinquétance de la demande d'avenir de la population du Sénégal. C'est sur la base de ça qu'il a élaboré un programme qui répond vraiment aux besoins de la population. C'est dans ce cadre qu'il a élaboré sa vision du chemin de fer, qui est adossée au PSE. Est-ce un besoin exprimé par les populations? C'est un besoin qui est exprimé par les populations. Comme vous le savez, la banlieue, nous avons un transport pendulaire. Le matin, les gens quittent la banlieue qui était vraiment des villes dortoirs pour venir travailler à Dakar et le soir retourner. Le petit train bleu qui est là, qui assure actuellement un peu le transport ferroviaire entre la banlieue et Dakar, il fait à peu près 10 000. Il pouvait faire l'affaire, il fallait renforcer l'existant. Non, mais il faut amener, parce qu'en fait, dans le cadre de la mise en place du projet du PSE, nous avons besoin de rattrapage, et nous avons besoin de la rattrapabilité, et nous avons besoin de moderniser. Pour moderniser, il faut amener du neuf, quelque chose de truc, parce qu'en fait, il faut se rappeler que le TR, c'est un transport rapide sur 2 voies standards. Le petit train bleu, c'est sur une voie métrique, 2 voies standards. Ça nous permettra d'avoir les vitesses qu'il faut, parce que c'est un train rapide, 160 km à l'heure, qui fonctionne par électricité, par courant. Qui fonctionne par électricité. Nous n'avons pas de problème d'électricité, tout ça a été géré. Parce que, en fait, le président Macky Sall, quand il fait un projet, il fait ce qu'on appelle l'analyse des contraintes, l'analyse de faisabilité. Sur l'analyse de faisabilité, on élabore toutes les contraintes, et toutes les contraintes, toutes les contraintes sont adressées. Et avec l'adressage là, on a une solution la meilleure pour régler ce problème. Aujourd'hui, on peine à distribuer correctement l'électricité aux ménages. Est-ce qu'il fallait en rajouter? Il faut regarder l'amélioration. Parce qu'un secteur, ce qui compte, c'est situation de référence, situation actuellement. Nous avons quitté, pour le secteur de l'énergie, nous avons quitté, lorsqu'on prenait le pouvoir, un secteur où il y avait vraiment des coupures, des délestages extrêmement élevés, en nombre, du point de vue durée, avec maintenant de l'électricité qui est vraiment livrée en continu. Actuellement, vraiment, il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de coupure du tout. Donc vraiment, nous sommes autosuffisants en matière de production d'énergie. Carrément. Oui, je vous dis, nous sommes autosuffisants. Ce qui, actuellement, la production dépasse la demande. Nous avons à peu près un surplus de 100 mégas. Ce qui est important, c'est d'assurer le transport. C'est le transport, le réseau. Nous avons des problèmes de réseau parce qu'en fait, comme vous le savez, le réseau, il y a, avec tous les travaux qui se font au niveau de la voirie, avec les ménages des fois qui coupent ou qui font des coupures sur la voirie et tout ça, ils arrivent des fois à blesser les réseaux électriques. Et ça pose des problèmes. Nous avons aussi, comme actuellement, nous avons plus de problèmes de production, il y a la surcharge. C'est une surcharge avec l'augmentation de la demande électrique. Les réseaux qui étaient prévus, le fil électrique qui était prévu, il y a des fois des surcharges. Et la surcharge là qui crée quand même des coupures qu'on est en train de régler. Maintenant, comment faire pour fournir au train express régional cette fameuse énergie dont il aura besoin? Nous avons prévu.
dans le cadre du train, de la mise en place du train express régional, nous avions prévu à peu près une centrale dédiée qui va régler carrément le problème du courant électrique au niveau de TR. Et puis deuxièmement, le président, pour ne pas prendre de risques, il a commandé, c'est lui-même qui a commandé des locomotives bimotres qui circulent avec l'électricité et avec les thermiques, c'est-à-dire le gasoil. Donc c'est bimotre. En fait, il n'y a pas de problème. C'est comme si vous aviez un groupe à l'intérieur de la locomotive et que quand il n'y a plus de courant électrique, nous allons avoir ça va basculer sur le groupe qui va, comme vous le savez, dans les maisons. Quand il y a coupure, généralement le groupe s'allume et vous avez l'électricité. Vous ne sentez même pas ça. Et dans ce cadre, dans le cadre de la mise en place du train express régional, qui est un projet présidentiel du président de la République, qu'il a conçu, qu'il a créé, qui va l'implanter et qui va le mettre en œuvre. Donc vraiment, c'est une vision. Là, c'est la vision du président de la République qui est déclinée dans l'amélioration du transport, dans l'amélioration des conditions de vie. Quand on améliore les transports, la mobilité des personnes, on améliore forcément les conditions de vie. Parce qu'en fait, on nous ouvre des opportunités. Comme vous le savez, la banlieue est extrêmement importante pour le président de la République. Comme vous le savez, récemment, vous avez vu le conseil des ministres décentralisé. En fait, bientôt, on ne parlera plus de banlieue. Parce que la banlieue qu'on voit, Pékin, Guédiawaye, Rufisque, Bargny, ils auront des centres-villes. Ce sera finalement un bon lieu. Ce sera des centres-villes oui. comme Dakar. Ce sera des centres-villes comme Dakar où les activités, on va transférer des activités parce qu'en fait, il faut qu'on transfère des activités pour que ces villes ne soient pas seulement des villes dortoirs. Oui. C'est ça le problème. À la place de banlieue, vous voulez créer de bons lieux. De bons lieux, vraiment de bons lieux. Et puis, il faut regarder actuellement tout ce que le président est en train de faire autour de Diamniadio. Diamniadio, c'est une nouvelle ville, moderne. Et tout ça. Et le TR, comme vous le savez, ça va améliorer sensiblement la mobilité humaine au niveau de la banlieue. Et le TR va quitter Dakar, la gare de Dakar, que le président a bien voulu reprendre. Comme vous le savez, la gare de Dakar a été spoliée par le régime passé. Mais en fait, nous avons repris ça. Nous n'avons jamais vu une capitale digne de ce nom qui n'a pas de gare ferroviaire. Donc on va réhabiliter la gare ferroviaire de Dakar. C'est une reconstruction totale. On va mettre une gare emblématique. Où il y aura tous les services que vous voyez dans les gares à Paris. Nous aurons une gare emblématique où il y aura de l'informatique, où il y aura des salles de café, des salles de spectacle, des salles où on va développer des activités qui génèrent des revenus. C'est ça. Donc vraiment, ce sera une gare emblématique qu'on va faire là-bas. Donc le train va quitter la gare de Dakar pour aller à la gare de Colobane, après aller à la gare de Anne, après à la gare de Beaumarichis. Beaumarichis, je vais m'arrêter là-bas un peu. Parce que là-bas, il y a un nœud d'intermodalité extrêmement important. À partir de Beaumarichis, nous allons prendre une passerelle pour rentrer dans la gare routière de Beaumarichis. Pour permettre aux gens qui veulent voyager, Vous allez concurrencer la gare de Beaumarchais, les transporteurs en commun. Non, on ne va pas concurrencer. Ça, c'est de la concurrence déloyale. Non, on ne va pas concurrencer. Je vous dis, c'est l'intermodalité. Parce qu'en fait, comme vous le savez, lorsque vous arrivez à la gare Beaumarchais, les gens, pour aller actuellement à la gare Beaumarchais, il faut prendre un taxi. C'est extrêmement difficile l'accès. Maintenant, le TR va améliorer l'accessibilité de la gare de Beaumarchais. À partir de Beaumarchais, on prend une passerelle, on rentre dans la gare routière pour aller maintenant. Parce que la gare de Beaumarchais, ce n'est pas pour le transport urbain, c'est le transport interurbain. Oui. C'est ça. Parce que le TR là, c'est vraiment. Après Beaumarchais, on va à Pékin. Après Pékin, on va à Thiaroye. Après Yeumbeul. Après Keur Massar. Après Mbao. Après PNL. Après Rufisque, Bargny et Diamniadio. L'AIBD. Diamniadio après AIBD. Oui. Donc la première phase c'est Dakar, Diamniadio. La deuxième phase c'est
et Diamniadio AIBD. Donc une cinquantaine de kilomètres. Non, c'est pas, c'est 36 kilomètres pour la première phase. Oui, la deuxième. Et la deuxième phase, ça fait à peu près 19 kilomètres, ça fait 55 kilomètres. 55 kilomètres pour un coût global de 450 milliards. Est-ce que ce n'est pas cher payé? Non. Là, on a l'impression que chaque kilomètre va nous coûter 10 milliards à peu près. Mais parce que, en fait, il faut regarder les phases. C'est-à-dire, un projet, il réussit parce que c'est bien préparé. Ce projet-là, c'est un projet qui a été très bien préparé, très bien conçu et suivi. Mais à quel prix? Nous avions eu, je vous explique le processus. Nous avions eu un suivi régulier du président de la République sur ce projet, qui a imprimé l'orientation de ce projet. Comme vous le savez, nous avons lancé un appel d'offres. Quand tu lances un appel d'offres, tu ne peux plus parler de prix. Parce que c'est un appel d'offres, c'est la compétition. Tu dis, j'ai un projet, je veux le faire, voilà le dossier technique, je lance un appel d'offres et les gens soumissionnent. Les gens soumissionnent. Maintenant, c'est la soumission, c'est le dossier des entreprises, c'est ça qui va déterminer le dossier final. Mais dans l'évaluation du projet, quand tu fais une analyse de faisabilité, ce qui est important, c'est de connaître la valeur présente nette. La valeur présente nette, c'est le coût du projet. C'est le coût du projet. Et le coût du projet, nous avons pris quand même, nous avons recruté la meilleure compétence en matière ferroviaire actuellement dans le monde, qui est le groupe Sistra, qui nous a accompagnés à évaluer, faire à peu près une évaluation technique, évaluation financière de ce projet. 450 milliards, 415 milliards, 415, oui. Je sais que ce n'est pas cher payé, parce que la Côte d'Ivoire est en train de faire le même projet, 37 km, 37,5 km, ce qu'on appelle les trains rapides au niveau de la Côte d'Ivoire, ils sont à 800 milliards. Peut-être plus parce que notre relief et le relief de la Côte d'Ivoire, c'est pas pareil. Oui, ils peuvent se le permettre. La Côte d'Ivoire, c'est un pays riche, hein, comparé au Sénégal. Non, ils sont à 800 milliards. Donc nous, et ils arrivent difficilement à élaborer un dossier pour pouvoir démarrer le projet. Le Sénégal, en une année, quand même, ils ont pu faire un dossier d'exécution, un dossier d'appel d'offres, lancer le projet qui a été quand même, qui a eu beaucoup de succès pour les opérateurs ferroviaires. Oui. Parce que nous avions eu 60 entreprises ferroviaires, les ténors du monde, sont venus soumissionner dans ce dossier, où le président de la République nous a indiqué qu'il veut une transparence totale. Donc c'est une grande commission technique qui est en train de travailler quand même pour choisir les entreprises qui sont appelées, les meilleures entreprises qui sont appelées à nous accompagner dans la construction de ce train. Et justement, et quelle a été la place des entreprises nationales, le privé? La place des entreprises nationales, quand même, quand tu fais, c'est une, parce qu'en fait, il faut d'abord définir le concept, le contexte du petit train, du TR, train extra-régional. Comment dire, en fait, les gens, on change de technologie. Le président de la République, il a changé carrément de technologie. Donc c'est une nouvelle technologie très rapide. Inconnue au Sénégal. Rapide. Et les entreprises sénégalaises que je connais, ils n'ont pas cette expérience. Mais nous avons demandé que les entreprises qui ont de l'expérience puissent soumissionner un groupement avec les entreprises sénégalaises pour qu'il y ait un transfert technologique adéquat. Finalement, donc, qui a remporté la palme? Actuellement, on est sur la procédure de déploiement. Ce n'est pas encore terminé. Nous avons déjà attribué le lot 5, qui est le lot de matériel roulant. C'est les locomotives et les wagons. Ça a été remporté par ASSO. Mais les autres, la procédure suit son cours. Et comme vous le savez, le Premier ministre l'a annoncé lors du Conseil des ministres décentralisé de Rufisque avant-hier. Il a dit que bientôt, nous allons identifier et reconnaître les entreprises qui ont gagné l'appel d'offres et qui vont nous accompagner dans cette œuvre gigantesque d'amélioration de la mobilité urbaine, de construction de cette terre, qui est un projet extrêmement important pour le président de la République. Parce que ce projet, ce n'est pas simplement pour amener les gens à l'aéroport. Ça va amener les gens à l'aéroport, parce qu'un aéroport, quand même, il faut trouver une liaison avec la capitale, une liaison rapide et fiable. C'est une liaison fiable, parce qu'avec les routes, ce n'est pas fiable. Une liaison fiable, rapide, un transport de masse. En fait, c'est la critique qu'on vous oppose souvent. Vous voulez adosser ce projet-là à l'aéroport de Blaise Diagne. Parce qu'en fait,
le projet, vraiment, l'objectif de ce projet, c'est pour améliorer la mobilité urbaine au niveau de la banlieue. Vous ne l'annoncez pas à l'aéroport? Créer un cadre de vie beaucoup plus propice pour la banlieue. Comme vous le savez, c'est 115 000 voyageurs par jour à l'ouverture. Et à terme, nous aurons à 300 000 voyages par jour. Et des départs de chaque 15 minutes. Ça va améliorer sensiblement la mobilité urbaine entre Dakar et sa banlieue. Et de ce fait, ça va améliorer, la pression. Nous avons une pression importante sur le foncier, parce que c'est extrêmement cher d'habiter à Dakar. Ça va améliorer parce qu'en fait, les gens vont aller habiter plus loin, et avec le TR, ils vont pouvoir venir à Dakar au bout de 10 minutes, parce que 45 minutes, c'est l'aéroport. C'est Dakar AIBD. Mais pour toutes les stations, c'est moins de 15 minutes. Oui, l'argument qu'on vous oppose est que vous voulez adosser en réalité ce projet de TRE à l'aéroport de Diass. Or, un aéroport n'a jamais développé une voie ferroviaire. Que répondez-vous? Parce que, en fait, les gens qui parlent de ça, c'est un syndicaliste qui parle de ça. Oui, le syndicaliste de Transrail. Il est inquiet de l'avenir de Transrail, c'est pourquoi il parle de ça. Il aimerait que ces 415 milliards soient d'abord mis sur le chemin de fer Dakar-Bamako avant le TR. Mais là, on a expliqué. Parce qu'un projet, avant de faire un projet, il faut se poser un certain nombre de questions. La première question qu'il faut se poser, est-ce que le projet répond à un besoin? Oui ou non? Oui, est-ce que le besoin, il est là? Le projet répond à un besoin. Est-ce que le besoin est clairement exprimé par les populations? Le besoin, je t'ai dit, dans le cadre de vouloir prendre le pouvoir dans ce pays, le président de l'Afrique a fait un diagnostic. Il a fait le tour du pays, il a fait un diagnostic. Il connaît le besoin des populations. Je peux le dire, le PSE, c'est la quinquétance de la demande d'avenir des populations exprimée clairement au président de la République Macky Sall. C'est ça le PSE. C'est ça que le président a décliné en programme. Donc ça, c'est une demande forte de la banlieue, comme vous le savez, pour quitter la banlieue pour venir à Dakar. C'est des 2 heures de temps. C'est 2 heures de temps. Les gens qui quittent là, mon chauffeur, qui habite Yembel, il se lève à 5 h du matin. Il se lève à 5 h du matin pour venir à Dakar. C'est extrêmement difficile. 5 h du matin, tu commences à travailler parce qu'en fait, même le transport, on doit l'intégrer sur le coût du travail. Sur le coût du travail, tu te lèves à 5 h du matin, tu fais 2 heures pour arriver à Dakar, pour pouvoir aller à ton travail, faire encore 8 heures de temps. C'est pénible. Le président de la République a voulu améliorer les conditions de vie des populations en améliorant leur mobilité. Oui. Est-ce que sans l'aéroport de Diass, on parlerait de TRE aujourd'hui? Non, le TR, en fait, l'aéroport de Diass contribue à la rentabilité du TR. Mais l'aéroport de Diass est une composante. C'est une composante sur les différents éléments qui ont poussé le président de la République à imaginer ce projet d'abord et à pouvoir le créer et l'exécuter. Parce qu'en fait, n'oubliez pas que nous avons Diamniadio, le pôle urbain de Diamniadio, Université Dakar 2, combien de 30 000 étudiants. Nous avons le parc industriel, à peu près 30 000 ouvriers qui vont travailler là-bas. Nous avons le déplacement des bureaux de certains ministères. Nous avons le déplacement de certaines activités au niveau de... Il faut nécessairement faire un transport fiable et régulier, qui a une capacité pour pouvoir relier Dakar, qui est la capitale, à Diamniadio d'abord, et puis à l'aéroport. C'est extrêmement important. Aéroport AIBD, c'est une demande de 3 millions de voyageurs. 3 millions de voyageurs, il faut les transporter avec un transport qui est sûr et certain. Parce qu'en fait, le TR, c'est certain, c'est sûr, c'est fiable, et c'est des départs à chaque 15 minutes, ça arrive à l'heure. Une voiture, on ne peut pas te dire que ça arrive à l'heure. Avec toutes les contraintes qu'on a, ça permet d'améliorer sensiblement. Les gens vont laisser leur voiture pour voyager, ils vont laisser leur voiture à Dakar, ils vont prendre le TR pour aller à l'aéroport. Il y a des trajets directs aéroport pour aller à l'aéroport. Au bout de 45 minutes, de ce fait, parce que l'avion n'attend pas. De ce fait, les gens vont vraiment maîtriser les temps de départ, les temps d'arrivée,
au niveau de l'aéroport pour prendre leur avion pour partir. Maintenant, combien de trains sont attendus à Dakar? Non, à Dakar, le TER, en fait, c'est, je te dis, le nombre de trains. Parce qu'en fait, ce n'est pas le nombre de trains qui est important. Ce qui est important, c'est très important. C'est-à-dire, le nombre de trains, ça te permet d'avoir des départs, la régularité des départs. Nous avons chaque 15 minutes un départ. Un départ. Donc, nous avons commandé actuellement au niveau de la commande qu'on a actuellement au niveau de Arsom. C'est à peu près 4 trains de 4 locomotives chacun. Donc vraiment c'est assez suffisant pour faire une capacité de 2000. Chaque trame de train va faire 2000 passagers. 2000 passagers. Chaque 15 minutes, il y a 2000 passagers qui doivent quitter à peu près Dakar pour aller soit dans la banlieue, soit à l'aéroport. Oui. Maintenant, pour en revenir un peu au financement, il se disait que l'Agence française de développement hésitait un peu à financer avec son nouveau directeur général. Où en êtes-vous avec l'AFD? Nous n'avons pas de problème de financement. Pas du tout. Parce que le TR a été intégré dans le PSE. Comme vous le savez, le PSE a été accepté. Pour la première fois, nous faisons un président du pays africain, du pays du tiers-monde, Afrique, fait une stratégie, c'est-à-dire met en place une stratégie acceptée par tous les partenaires techniques et financiers, par les bailleurs de fonds, par les FMI. Ça, c'est un projet du Sénégal. On ne nous impose pas. Mais ce n'est pas le Sénégal qui finance entièrement. Sur les 400 milliards, le Sénégal finance une centaine. Un projet, quand tu fais un projet, la première question que vous te posez, est-ce que le projet répond à un besoin de population? Oui. Je vous ai dit que le projet répond à un besoin de population. Ça, c'est un. Deuxièmement, est-ce que le projet est financièrement viable? Oui. Oui, le projet est financièrement viable. Est-ce que le projet est économiquement viable? Oui, les études économiques ont montré que le projet est économiquement viable. Avons-nous les moyens de les financer? Oui. Nous avons les moyens. En dehors de l'État du Sénégal, qui sont les autres bailleurs? Avons-nous les capacités de gérer? Oui, nous avons les capacités de gérer. Si la réponse affirmative de l'ensemble de ces 5 questions, c'est sur la base des réponses de l'ensemble de ces questions que le président a donné son OK, son go. Sinon, il n'y a pas de go. Oui, donc, sauf que là, ce n'est pas seulement l'État du Sénégal qui finance. C'est intégré. Mais l'État du Sénégal, en fait, c'est l'État du Sénégal. Moi-même, je dis que c'est l'État du Sénégal qui finance. Parce que sur les 400 milliards, le Sénégal ne finance qu'une centaine. Il faut que les gens, il y a un abus de langage. Les partenaires techniques et financiers, ils viennent nous accompagner. Mais en fait, c'est l'État du Sénégal qui finance. Parce que l'argent-là, ce n'est pas gratuit. Qu'est-ce que c'est? De la dette. Oui. C'est de la dette. Vous allez vous endetter encore. C'est l'État Sénégal qui finance dans le cadre de la dette. Ce n'est pas les partenaires techniques financiers qui financent. Mais dans l'immédiat, vous mettez combien sur la table? Comme vous le savez, un cadre de gouvernance fiable. C'est ça qu'on a. Parce qu'on a dit que le Sénégal est le 4e pays le mieux gouverné de l'Afrique. Donc un cadre de gouvernance fiable. Ça, je remercie encore le président de l'Afrique et je le félicite parce qu'on a dit que le Sénégal est le 4e pays le mieux gouverné de l'Afrique. Donc vraiment ça démarre. Oui, l'essentiel c'est de voir les 3 premiers, c'est l'essentiel. Non, 4e pays le mieux gouverné. Oui. Et en matière il faut regarder vers les 3 premiers. En matière économique, on est 3e pays d'Afrique et 10e pays du monde. Donc vraiment... Oui, quand on classe le Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres, là vous criez arrose sur les institutions. 25 pays les plus pauvres, ça c'était dépassé. Oui. Parce que c'est dépassé. Maintenant... Là vous doutez de ce classement, maintenant là vous applaudissez. Tu me dis un classement qui est antérieur, ça fait plus d'une année. Maintenant c'est le classement réel que je vous dis. Oui, mais tout le monde doutait de la fiabilité de ce classement, je disais. Moi je ne doute pas je ne doute jamais de la fiabilité d'un classement, parce qu'un classement, ça répond à des critères. C'est des critères qui ont défini à l'avance. Si on n'est pas d'accord sur la méthodologie, on n'est pas d'accord sur le résultat. Voilà. Le financement. On n'était pas d'accord sur le... Mais le financement maintenant. En fait, l'État met combien sur la table dans l'immédiat? 100 milliards. C'est le cadre. Le cadre de gouvernance fiable, une stratégie crédible, une exploitation solide. C'est ça qui a permis quand même d'avoir des financements importants du secteur public et privé. L'État du Sénégal va mettre 100 milliards pour montrer que lui, il croit à ce projet. L'État du Sénégal va mettre 100 milliards. La BAD va mettre 120 milliards. La BID va mettre 181 milliards. Et l'AFD va mettre 70 milliards.
L'AFD n'a jamais posé de problème pour le financement. Actuellement même, ils vont dépasser l'accord de 70 milliards qu'ils avaient, qui s'étaient engagés de financer. Oui, ils vont dépasser ça. Parce quel est le taux d'absorption? Même il y a le taux, il y a le trésor français qui va même contribuer au financement, parce qu'en fait, ce que nous sommes dit avec le trésor français, si les entreprises françaises passent, parce qu'il y a une entreprise française qui est passée sur le lot matériel, s'il y a une autre entreprise française qui passe sur les autres lots, nous allons, dans le cadre de la coopération bilatérale, de demander encore un autre financement pour le trésor français. Au moment où nous parlons, quel est le taux d'absorption de tous ces fonds qui ont été promis? Le taux d'absorption de tous ces fonds, il y a eu un problème de taux d'absorption en général dans le pays, mais depuis l'avènement du président Macky Sall, ça a été amélioré, vraiment sensiblement amélioré. Sur les 415 milliards nécessaires, combien de milliards sont disponibles aujourd'hui? Tous les 415 milliards, le financement de l'État est disponible. 100 milliards. Oui. Les autres bailleurs hésitent encore? Tous les autres bailleurs ont donné leur OK. Oui, mais pas de l'argent. On donnait leur OK. Les bailleurs ne donnent pas d'argent, comme vous le savez. C'est-à-dire, il faut que les gens, les journalistes, vous compreniez comment ça se passe, un projet. Les bailleurs ne donnent pas de l'argent. Tu signes une convention de financement et les entreprises sont payées sur la base des décomptes. C'est-à-dire, les entreprises qui sont là, ils nous donnent les décomptes. Nous, on vise, on envoie dans le cadre de la DDI, qui envoie aux bailleurs de fonds qui payent directement les entreprises. L'argent ne passe jamais par le trésor. L'argent n'est pas mobilisé sur le trésor et nous, on paye, c'est notre contrepartie. Là, vous êtes en train de donner raison à ceux qui disent que les bailleurs ne sont pas trop emballés par ce projet de train express régional. Non, le financement est bouclé. Donc si les bailleurs n'étaient pas... Là, vous dites que c'est seulement l'État qui a déjà déboursé de l'argent. Non, je te dis, les bailleurs ne donnent jamais de l'argent à l'État. Comme ça. Ça c'est connu. Les bailleurs payent directement. Oui, mais là, ils n'ont pas encore payé. Et les bailleurs, mais il n'y a pas encore de travaux. Il faut signer. C'est-à-dire, en fait, un projet, on paye successivement en fonction des travaux. Il n'y a pas de travaux qui aient été réalisés et réceptionnés. Pourquoi ils payent? Il faut payer si les travaux sont réceptionnés. Mais actuellement, ils nous ont assuré qu'ils nous accompagnent, ils payent. On a déjà signé les conventions de financement. Il faut simplement les enrôler et pour que les entreprises puissent travailler. Et maintenant, pour ne pas retarder les entreprises, nous avons fait ce qu'on appelle un bridge de financement. C'est-à-dire on va utiliser l'argent de l'État en attendant et on va utiliser les crédits internes pour donner les avances de démarrage pour que les gens puissent commencer à travailler. Mais nous n'avons pas de problème de financement. Vraiment pas de problème de financement. Les gens se sont engagés et les entreprises même, les entreprises avec qui... Parce qu'avant de signer un marché, il faut qu'on donne une attestation d'existence de crédit. L'attestation d'existence de crédit là, tout ça c'est fini. Donc nous n'avons pas de problème de financement. Oui. Ce projet-là, il y a eu une concurrence même des bailleurs de fonds. Tout le monde voulait entrer dans ce projet. Oui. Nous avons fait une sélection. Sinon tout le monde, en fait, tous les... Ce n'est pas ce qui se dit, hein? Non, c'est la réalité. En fait, les gens sont loin de ce que l'État est en train d'entreprendre. Les gens sont loin de ça. Et les gens ne vont pas pour demander les sources. Nous n'avons pas de problème d'argent. Nous n'avons pas de problème d'argent, comme vous le savez. Nous sommes dans un pays liquide. Nous mobilisons à peu près 90 milliards de fonds par mois. Alors que autant des anciens régimes, c'était à moins de 30 milliards. Nous mobilisons 90 milliards. Les gens arrivaient à peine à mobiliser 30 milliards. C'est le problème de la confiance. Nous avons, avec notre politique, la bonne gouvernance, avec la stratégie qui a été mise en place par le président Macky Sall, avec la fiabilité de l'exécution des projets. Malgré tout, il n'y a aucun avantage dans le vécu quotidien des Sénégalais, malgré cette pluie de milliards. Il ne faut pas dire ça. Parce que c'est un constat. Non, le constat, ce n'est pas réel. Parce qu'en fait, ce qui est réel, les gens qui veulent travailler sont en train de travailler. Le président s'était engagé à faire 500 000 emplois pour les 7 ans. Actuellement, en faisant un peu une extrapolation, nous avons atteint, parce que nous sommes à peu près à 200 000 emplois actuellement. C'est ça, c'est des statistiques du ministère du Travail. Là, c'est des statistiques, c'est-à-dire les emplois qu'on peut vraiment vérifier avec des statistiques bien déterminées. Sans oublier les emplois au niveau
du secteur agricole. Oui. Extrêmement important. Parce que quand on te dit emploi, parce qu'en fait, il faut que les gens connaissent ce que c'est qu'un emploi. Il y a des emplois. Emploi, c'est aller faire un travail, on te paye. Dans le secteur agricole, où nous avons fait quand même des bons extrêmement importants à cause de la vision du président de la République qui est quand même le développement du secteur agricole qui pose beaucoup de problèmes. Nous avons eu des productions records. Et sur les productions records, il faut regarder qu'est-ce que c'est que la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est la production moins les consommations intermédiaires. Ouais. C'est ça la valeur ajoutée. Revenons un peu à notre sujet. Et distribué sur 4 acteurs. Oui. Et distribué aux salariés, dans le cadre des salaires. C'est distribué à l'État, dans le cadre des impôts. C'est là-bas que l'État reprend pour faire l'axe 2, le capital humain, faire ses bourses familiales et tout ça. C'est distribué au privé qui finance dans le cadre des intérêts et c'est distribué à l'investisseur dans le cadre des dividendes. Et donc, si on calcule ce montant-là de salaire qui est distribué dans le cadre de la valeur ajoutée, on le transforme, on le divise par le salaire moyen, on trouve le nombre d'emplois qui a été créé par le président Macky Sall qui dépasse largement la promesse. Ça, c'est quand on théorise. Mais non, c'est pas la théorie. Oui, quand on est pragmatique, quand on est dans le concret, là, la réalité, je pense, la réalité est que les gens ne veulent pas regarder. Oui. Weddi, comme le président a l'habitude de dire, on ne peut pas nier l'évidence. Nous ne pouvons pas être la 3e économie de l'Afrique, la 10e économie du monde et le 4e pays le mieux gouverné de l'Afrique et de ne pas avoir des avantages là qui vont... Oui. Nous reviendrons tout à l'heure sur la santé économique du Sénégal. Mais revenons sur un peu le train express régional. Oui. À quand le début effectif des travaux? Le président Macky Sall, il nous a indiqué la date de fin, terminaison. Il veut avoir son train au plus tard le 15 décembre 2018. C'est à vous maintenant de vous débrouiller. Maintenant, nous faisons le rétro-planning. Le rétro-planning, il faut qu'on débute les travaux, parce que c'est des travaux qui doivent durer 26 mois. Donc nous devons débuter les travaux au mois de septembre au maximum. Au mois de fin septembre au maximum, nous aurons débuté les travaux. Et toutes les mesures idoines ont été prises pour débuter réellement les travaux. Les marchés vont être attribués avant la fin du mois. Nous utilisons le mois d'août pour faire tous les marchés, les contrats. Dans la transparence. Dans la transparence. Vous donnez cette gage-là ici. Oui, dans la transparence. L'OFNAC est là et il veille sur vous. Sur ce marché, le président de la République a veillé à ce qu'il y ait une transparence totale. Parce que s'il n'y avait pas la transparence, on n'aurait pas ces simulations. Nous avons eu, sur ce marché, lorsqu'on a lancé l'appel d'offres, nous avons eu 60 entreprises, les plus grosses, les entreprises du secteur, les plus en vue dans le monde sont venues. Et quand les gens viennent, il y a eu 11 nationalités différentes. Il y a eu 60 soumissionnaires dans ce projet. Donc vraiment, les gens ont confiance au Sénégal, les gens ont confiance à la politique du président Macky Sall. Oui. C'est pourquoi tous les gens sont venus. Et si les gens sont venus, on ne peut pas se permettre de ne pas faire de la transparence. Et comme vous le savez, le président de la République met son mandat, ce qui est extrêmement important pour lui, c'est la transparence. Avant de lancer l'appel d'offres, il nous a dit qu'il voulait la transparence. Vous avez entendu le Premier ministre dire que le marché va être attribué dans la transparence totale. Et c'est la transparence totale. Nous avons fait une grande commission d'évaluation des marchés où nous avons même invité en tant qu'observateur le bureau d'études qui nous encadrait, qui a une signature. Parce que des fois, quand on a une signature mondiale, on ne se permet pas de faire certaines choses. Et le bureau qui nous accompagnait a une signature mondiale. Oui. Une signature mondiale. Donc, ce fait que ce projet va être attribué dans la transparence totale. Les travaux vont s'exécuter dans la transparence totale, avec un contrôle citoyen, parce que nous allons afficher à la gare de Dakar. Il y aura ce qu'on appelle la maison du TR. Nous avons affiché toutes les composantes avec les montants, avec le type où tout le monde, tous les citoyens qui sont sur la zone, qui sont intéressés, peuvent venir contrôler, peuvent venir poser des questions. Les corps de contrôle de l'État sont là et ils veilleront au grain. Maintenant, quel sort pour les populations vivant dans les emprises de ce projet-là? Comme vous le savez, nous avons le Sénégal, depuis l'autoroute à péage,
et tout ça. L'APEX a une expérience extrêmement importante sur la libération des emprises. Les emprises seront libérées. Oui. Et dans le cadre de la libération d'emprises, nous avons évolué ce qu'on appelle les parts. Les parts. Programme d'action et de réinstallation. Et les parts. Et tous ces gens qui ont été déjà évolués, ça fait à peu près, c'est une population de 4 000 à peu près personnes, ils vont être indemnisés. 4 000 personnes, 4 000 familles. 4 000 personnes. 4 000 personnes. Oui. Parce qu'en fait, tu ne peux pas parler de famille, tu parles de personnes. Parce que même quand il y a une maison, c'est une personne, ça appartient à une personne. Et la personne-là, on calcule le coût de la maison. Il y a des commissions d'évaluation avec des critères d'évaluation bien déterminés. On calcule le patrimoine, la valeur locative, et les gens sont indemnisés sur la base d'un barème bien déterminé. Le problème qui se pose, c'est qu'il y a deux barèmes dans ce pays. Il y a un barème Banque mondiale, bailleur de fonds, quand les gens financent, et il y a un barème qui est dans la construction, qui est dans la réglementation interne. Et les gens, généralement, ils ne veulent pas être payés sur la base du barème du Sénégal. Ils peuvent être payés sur la base barème APEX. On parle de barème Banque mondiale. C'est extrêmement cher. Comme vous le savez, nous avions eu des problèmes pour la libération des emprises pour l'autoroute à péage. Nous avons eu à payer beaucoup plus cher que d'habitude. Mais là, on n'a pas de problème. Nous avons évolué ce qu'il fallait et le budget est déjà pris en charge dans le cadre... Il s'élève à combien le budget qui servira à indemniser les populations déguerpies? Les populations déguerpies, c'est moins de 10 milliards. Et quelles sont les zones concernées? C'est toutes les zones, parce que vous le savez, c'est pas d'ici, les zones que ça concerne réellement, c'est à peu près d'ici à Bargny. Parce que c'est là-bas où, avec la pression foncière, les gens sont venus s'installer au niveau de la ligne de chemin de fer. Parce qu'en fait, nous ne changeons pas de ligne de chemin de fer. Nous faisons, parce qu'il y a déjà une emprise de chemin de fer qui existe, qui a été clôturée, mal clôturée. Maintenant, cette emprise, on va l'élargir, prendre au moins 30 mètres. Parce que vous le savez, dans ces 30 mètres, nous allons faire 2 voies standards pour s'occuper du train rapide, train TGV. C'est le premier TGV, je voulais rappeler. C'est le premier train rapide en Afrique de l'Ouest. Le président Macky Sall va faire le premier train rapide TGV en Afrique de l'Ouest. Parce que nous sommes en avance par rapport à la Côte d'Ivoire qui vient de démarrer. Et même nous sommes en avance, ils n'ont même pas encore attribué le marché. Et tout ça, ils sont en négociation avec quelqu'un pour 800 milliards. Donc nous faisons notre train à moitié prix. Et deuxièmement, nous allons commencer et nous allons terminer en décembre 2018. Décembre 2018 qui va améliorer la mobilité urbaine et le cadre de vie du peuple. Maintenant, ce truc-là, on va clôturer. Parce que n'oubliez pas, c'est un train électrique avec des passages aériens et des passages souterrains pour vraiment ne pas couper la ville en deux pôles. On va maintenir la mobilité urbaine de part et d'autre de l'axe de la ligne du train. On va maintenir le transport, on va maintenir la mobilité et on va clôturer, une clôture vraiment en béton pour éviter les accidents qui sont souvent qui se produisent souvent entre le train et les voitures dans les passages à niveau. Il n'y aura pas de passage à niveau, il y aura toujours des passages souterrains aériens, des ponts et tout ça. Donc ce sera vraiment amélioré. Le train va faire d'un coup le voyage sans pour autant régler les problèmes de passage à niveau. Et ce que je vous dis, tout ça, nous avons pris des cabinets. Par exemple, pour le PAR, c'est le cabinet international, Ciment International, qui est un cabinet canadien qui gère ça. Donc tout est pris en charge. Nous n'avons pas de problème. Les gens sont déjà recensés et le montant qu'il faut est déjà mis en place. Et comme vous le savez, les APEX à qui le président a donné, nous avons signé un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué à l'APEX. Ils ont l'habitude, parce que c'est eux qui ont entrepris les activités de libération d'emprise au niveau de... Est-ce vrai que le camp militaire de Thiaroye est concerné? Le camp militaire de Thiaroye est concerné parce que le président, vous l'avez entendu hier, en conseil des ministres, lorsqu'il y avait des échanges avec les journalistes, dire qu'il a déjà reçu les marchands par Thiaroye, parce que vous avez vu,
on les avait déguerpis. Ils sont revenus parce que la nature a horreur du vide. Quand tu déguerpis les gens, quand le projet ne vient pas automatiquement, quand ce n'est pas balisé, quand ce n'est pas gardé, les gens reviennent. Ils ont déjà rencontré le président de la République qui leur a dit que, lui, en dehors, c'est simplement des indemnisations qui étaient prévues. Vous n'avez pas prévu de reloger les gens. Mais, comme vous le savez, la générosité du président de la République, en plus de ça, il a dit qu'il va le trouver, qu'il va négocier avec des militaires dans le camp de Thiaroye pour leur trouver des espaces où ils pourront installer leur commerce. Et où est-ce que le camp sera réinstallé après? Non, le camp est extrêmement vaste. Il faut aller à Thiaroye. Il y a un hôpital à l'intérieur du camp. Il y a du truc. Le camp avant, c'était un grand camp. Mais en fait, le camp va rester là-bas avec vraiment une surface utile beaucoup moindre. Et tous les espaces qui étaient là, non utilisés, on va les utiliser quand même pour améliorer le cadre de vie de la population. Voilà. Abdou Ndéné Sall, vous êtes le secrétaire d'État au réseau ferroviaire national. Nous allons progresser un peu pour parler de Transrail. 4 mois après le départ d'Abbas Jader, quelle est la situation actuellement à Transrail? Parce que la situation à Transrail, c'est qu'il faut dire, nous avions trouvé une concession qui n'était pas opérante. Le régime passé avait donné une concession complète à Transrail SA. Je ne dis pas à Batcheper parce qu'il est simplement actionnaire à Transrail SA. Il y a à peu près 10 autres actionnaires, dont les 2 États, le Mali et le Sénégal, chacun 10%. Donc nous avons trouvé une situation de faillite, hein? Vraiment faillite. Carrément. Faillite, ouais. C'était en faillite. Rien n'était respecté. Et deuxièmement, il était en règlement préventif. Parce que quand une société vend un règlement préventif, c'est fait, tu es très protégé par la loi depuis 2009 et le règlement préventif devait durer 3 ans. Depuis 2009, c'est un règlement préventif, donc il n'arrivait pas à faire du transport correctement. Parce que comme vous le savez, nous avons une demande de transport de 3 600 000 tonnes. Sur les 3 600 000 tonnes, le chemin de fer ne capte que 10%. 10%, c'est-à-dire à peu près 300 000 tonnes. Et même l'année dernière, ils ont encore descendu à 200 000 tonnes. Donc la conséquence, c'est quoi? C'est 1500 camions qui quittent chaque jour le port de Dakar, dont 300 camions vont vers le Mali pour améliorer, pour transporter le restant là. Et ça va contribuer. La conséquence, c'est ça va contribuer à détériorer nos routes. Nous mettons à peu près 60 milliards pour l'entretien routier. Ça va détériorer la route. Donc, conscient de tout ça, on savait que le gars ne pouvait pas partir. Il était endetté, il avait détérioré le capital avec des pertes énormes, 2 milliards de pertes annuellement. Ça lui fait qu'il était à moins 15 milliards de fonds propres. Il avait des dettes à court terme de près de 20 milliards. Il avait des dettes à long terme de près de 40 milliards. Donc, ça faisait, si on additionne, ça fait à peu près 60 milliards de dettes que le gars avait. Et il avait perdu la confiance totale des banques locales, des banques commerciales locales qui l'accompagnaient. Et de ce fait, il avait des problèmes d'opérationnalité, c'est-à-dire il avait des problèmes il faisait un train presque par jour. Un train par jour avec toute la production, avec le PSE qui va améliorer, avec le PSE, dont l'axe E, c'est la transformation sectorielle de l'économie. On augmente la production, il faut des débouchés. Il faut des débouchés, comme vous le savez. Sur les 3 600 000 tonnes qui vont vers le Mali, les 60%, c'est la production interne. C'est les entreprises sénégalaises qui produisent aussi. Il faut déjà, cette production-là, il faut l'acheminer vers le Mali, parce que sinon, il va y avoir des problèmes sur le marché. C'est dans ce contexte que l'État du Sénégal a décidé de reprendre. C'est dans ce contexte que l'État Transrail. Transrail. Maintenant, l'État du Sénégal a décidé l'État du Sénégal et le Mali, parce que c'est un projet binational. Nous avions décidé, les 2 États ont décidé, les 2 présidents ont décidé de reprendre ce chemin de fer. Dans la reprise du chemin de fer, comme il y avait. Vous l'avez indemnisé? Il y avait un contrat. Il y avait un contrat. Donc, nous sommes des pays démocratiques.
avec vraiment une transparence totale. Oui. Nous avons regardé par fait de prince. C'est ça qu'on a fait. Il devait avoir un préavis de 3 mois depuis le 7 décembre. Donc le 7 mars, nous avons repris les chemins de fer. Maintenant, pour ne pas qu'il y ait une rupture du trafic, pour maintenir l'activité ferroviaire, sauver les salaires, sauver le travail qui est là, et puis continuer parce que la navire a autour du 8. Sinon, pour ne pas perdre le trafic, nous avons mis en place automatiquement ce qu'on appelle un organe transitoire, qui est le Dakar Bamako ferroviaire. Nous avons nommé les gestionnaires. Les gestionnaires, et actuellement, depuis lors, il n'y a pas d'arrêt de trafic. Le trafic continue, bon an mal an, avec les moyens de bord. Maintenant, pour amorcer un processus de redressement de l'outil ferroviaire, nous avons mis en place à peu près 7,5 milliards, à raison de 3 milliards 750 par pays. Ce fonds, oui, le Sénégal et le Mali. Le Sénégal et le Mali. Le Sénégal a déjà donné 1 milliard, le Mali a déjà donné 500 millions. Donc c'est 1 milliard 500, c'est 1 milliard 500 permet d'amorcer le redressement de l'outil ferroviaire par le moyen, un moyen d'intervention sur le matériel roulant, sur le chemin de fer, permettant une fiabilité opérationnelle du transport qui doit découler, la fiabilité opérationnelle qui doit permettre un équilibre financier de l'opération. Actuellement, ça, les 7 milliards qu'on va leur donner, ça leur permet d'avoir de réhabiliter, parce que nous avons 7 locomotives qui sont là-bas, de réhabiliter la capacité de portance. De ce fait, nous allons avoir de l'activité de transport qui leur permettra de payer les salaires. Oui, justement. De payer les salaires. Oui, et ça, justement, les travailleurs se plaignent des retards et des et des arriérés de salaire. Les travailleurs ne se plaignent plus. Ça, c'est dépassé. Parce qu'en fait, comme vous le savez, quand on quitte, c'est-à-dire restructuration, nous avons un schéma, restructuration de Transrail, mise en place d'un nouveau schéma institutionnel. La mise en place d'un nouveau schéma institutionnel, c'est 2 sociétés de patrimoine, une société d'exploitation commune et un organe de régulation. Mais avant de mettre en place tout ça, il fallait rompre la concession qu'on avait avec Transrail SA. C'est rompu. Nous avons mis des organes provisoires de gestion en attendant la mise en place du nouveau schéma institutionnel qui va se faire avec les partenaires. Il n'y a plus un problème de salaire qui se pose à Transrail. C'est vous qui le dites. Depuis que, oui, c'est moi qui le dis, devant la télé, devant les travailleurs, ils sont en train de nous écouter. Il n'y a plus de problème de salaire à Transrail. Depuis que le Sénégal a mis en place dans son budget 1 milliard en avance sur les 3 milliards 750 millions d'engagement et le Mali 500 millions, nous n'avons plus de problème d'engagement. Les salaires sont payés à date. Il se trouve que nous avons trouvé un problème. Parce qu'en fait, Transrail SA qui était là, il ne payait pas les départs à la retraite là. Les départs à la retraite qu'ils devaient payer. Parce que les gens sont partis à la retraite avant qu'on fasse la rupture de contrat. Il a payé au Mali, mais il n'a pas payé au Sénégal. Parce qu'il se disait que le Sénégal, comme nous sommes pour le transport ferroviaire là, qui est extrêmement important pour la compétitivité du port. Vraiment, c'est nous qui avons porté le combat quand même pour résister ce truc. Donc, il dit qu'il avait plus de faveur au Mali. C'est pourquoi il a payé là-bas. Il a voulu avant de partir, il a se payé venger de vous. Il n'a pas payé ici. Et nous